pourquoi devons-nous défendre les droits environnementaux? Moi, je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire à plusieurs égards. Je suis heureux de l'ouvrir d'abord parce que la thématique est passionnante et on se lance dans une nouvelle aventure. Donc on va en dire un mot. Puis j'en suis très heureux aussi parce que je revois donc des visages familiers, des amis, et puis des personnes qui ont toutes contribué et de manière très active et en s'engageant à ce projet de pacte mondial pour l'environnement qui est un peu en arrière-plan de la Green Right Coalition maintenant. Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de tous vous voir. Je vais jouer un rôle de modérateur, simplement. Je donnerai la parole, évidemment. Comme je suis un peu bavard, je ne pourrais pas m'empêcher de dire un mot sur le sujet, mais, euh, mais je vais surtout donc faire une petite introduction générale et puis passer la parole aux uns et aux autres. Je salue le public donc, qui est nombreux. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci de vous joindre à nous. Je pense que d'ailleurs le succès, hein, comme je le disais, on a plus de 200 inscrits. Le succès est certainement dû à la grande qualité des intervenants. Donc, merci à tous les intervenants qui ont accepté de prendre de leur temps pour se joindre à nous. Donc, je rappelle, mais tout ça était dans les outils de diffusion, de promotion de notre projet, que nous avons donc, écoutez, je vais suivre l'ordre que je vois devant moi. Nous avons donc 3 professeurs, d'une part, qui sont, alors, professeur Michel Prieur, qu'on ne présente plus, hein, qui est évidemment, ce qu'on se redit à chaque fois, c'est le grand fondateur, le père du droit de l'environnement en France, professeur émérite à l'Université de Limoges, président du Centre international de droit comparé, du Centre de droit, pour pas écorcher le nom, c'est ça, Centre international de droit comparé de l'environnement, et puis beaucoup d'autres titres sur lesquels je passe, et qui en plus nous fait vraiment l'honneur et le bonheur de se connecter aujourd'hui depuis Santiago du Chili. Donc c'est d'autant plus méritoire. Geneviève Dufour, qui est aussi un grand soutien de la première heure du projet de pacte mondial pour l'environnement, et Geneviève qui est professeure à l'université aujourd'hui d'Ottawa, auparavant sous ton contrôle de Sherbrooke, euh, et voilà, professeur de droit international, reconnu notamment au Québec, hein, puisque je crois que tu as été présidente de la Société québécoise de droit international, voilà, et puis membre du groupe international des experts pour le pacte, qui avait beaucoup contribué aussi à l'écriture du projet de pacte mondial. Et mon ami, le professeur Makan Bang, vieux complice du pacte notamment, qui est professeur à l'université de Genève, qui a aussi beaucoup contribué au pacte, qui était présent à Paris lorsqu'on avait présenté, rédigé une des versions du projet de pacte mondial, qui aussi préside, je ne sais pas si c'est toujours actuel, l'African Society, de la Société africaine de droit international, donc professeur de droit international, parmi de nombreux titres, hein, je ne peux pas tous les mentionner. Et puis vieux complice, je le disais, parce qu'on s'est retrouvé aussi au Sénégal, à Dakar, dans des colloques sur ce sujet. Et puis, j'ai aussi le grand plaisir d'accueillir et de saluer Alice Messin-Rosard et Ève Obis, qui sont, alors, toutes les deux avocates. Après, c'est assez équilibré, 3 universitaires et puis 3 avocats, puisque je suis aussi de cette catégorie. Mais donc, toutes les deux avocates au barreau de Paris. Alors, je ne veux pas me tromper, Ève est avocate sous votre contrôle, hein, au cabinet Mialo Avocat, et Alice chez Foléum. Et toutes les deux, alors à la fois d'ailleurs bénévoles du pacte mondial de la première heure aussi, qui nous ont beaucoup aidés, et aujourd'hui sont à l'origine d'une initiative très intéressante. C'est une association qui s'appelle Robin des droits. Quand on parle de droits environnementaux, évidemment, le titre est déjà en soi révélateur, qui s'engage pour la diffusion, la connaissance des droits de chacun en matière d'environnement. Donc, c'est tout à fait dans le thème de notre séance. Alors,
je vais juste dire un tout petit mot d'introduction, après vous allez présenter. Donc, euh, pour aussi, j'oubliais, pardon, mais il faut que je remercie vivement les organisatrices de tous ces webinars qui sont Morgane et Marilyn, qui sont quelque part dans la pièce et qui nous aident à toute l'organisation de ces différents webinars. Alors, c'est donc un petit mot, et qui ont travaillé énormément pour ça, c'est un gros travail. Alors, c'est l'occasion donc de dire un mot juste en introduction de pourquoi ce webinar. Et puis, un petit mot du thème du webinaire. Alors, pourquoi ce webinaire? Ce webinaire est organisé à l'occasion du lancement d'une nouvelle coalition, la Coalition pour les droits environnementaux, la Green Rights Coalition, qui prolonge l'action de une précédente coalition, la Coalition pour le Pacte mondial, la Global Pact Coalition, et à l'occasion de ce lancement, je vais en dire quelques mots, mais à l'occasion, on a organisé en fait une série de webinaires dans le monde entier, qui d'ailleurs, j'étais moi-même surpris par le succès de cette proposition, puisqu'on a des webinaires qui sont organisés tout autour de la Terre. D'ailleurs, on l'a appelé Webinar Around the Earth, pour notamment, c'était hier, à partir donc du jour de la Terre, hein, qui était hier. Et on a comme ça des webinars qui ont déjà eu lieu pour certains à Pékin, à Melbourne, à Pékin en mandarin, en chinois, à Melbourne, à New York, et puis d'autres qui sont encore programmés à Porto, à Barcelone, et puis un peu partout aussi, qu'on garde encore en préparation pour les semaines qui arrivent en Italie ou encore en Inde. Voilà. Et l'idée est de faire connaître cette Green Rights Coalition et de réfléchir ensemble, et ça c'est le thème, euh, aux besoins des droits environnementaux. Pourquoi avons-nous besoin des droits environnementaux? Là-dessus, évidemment, je vais laisser tous les intervenants en parler plus savamment que moi, mais je voulais juste, en introduction, mentionner deux intérêts des droits environnementaux et de la défense des droits environnementaux. Premier intérêt, c'est un intérêt juridique. Et le deuxième, un intérêt plus politique. D'abord, un intérêt juridique parce que nous sommes tous des juristes et notre approche, c'est vrai, sera celle de juristes. Hein. J'ai une forte conviction, c'est qu'on ne peut pas bâtir un système juridique sans fondation. C'est comme un bâtiment. On a besoin de fondations. Et les fondations d'un système juridique, ce sont les principes, ce sont ces droits qui nous sont essentiels, ces droits qui constituent la société. Et alors, on sait bien, dans tous les cours de droit, on parle des différentes fonctions des principes dans un système juridique, la fonction interprétative, la fonction supplétive de ces principes. Ces principes sont absolument essentiels dans un système juridique. Si on n'a pas de principes, c'est comme un bâtiment qu'on construirait sans fondation. Parce que les règles, en réalité, les règles techniques dérivent de ces principes. Ce sont ces principes qui guident le juge quand on le saisit. Ce sont ces principes qui guident les praticiens du droit quand ils essayent d'interpréter les textes. Et en droit de l'environnement, on a parfois l'impression qu'on a fait un peu les choses à l'envers. Et c'est très vrai en droit international. On a une approche très technicienne, avec beaucoup de règles précises, techniques. D'ailleurs, le droit de l'environnement en France, mais c'est souvent des circulaires, des règles infralégislatives, des réglementations, mais on a oublié les valeurs. Euh, on a oublié les fondations. Et puis, dans un système juridique, petite variante de l'intérêt juridique, c'est l'intérêt contentieux. Parce qu'avoir des droits, c'est avoir la possibilité de saisir le juge pour défendre ses droits. Et on le voit bien avec la montée des contentieux climatiques. Pour donner un seul exemple, parce que je serai trop long, on le voit bien avec l'arrêt que vient de rendre la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt dit des grands-mères suisses, dans lequel la Cour part des droits, c'est son point de départ, pour aller vers les obligations des États. Parce que les droits des individus correspondent à des obligations pour les États, et on le voit bien dans cet arrêt qui parle du droit à la protection
effective. On dit que les individus, les citoyens ont un droit à la protection effective par les États contre les effets néfastes du changement climatique. Et donc, droits des individus et devoirs des États sont intimement liés et les individus, du coup, ont un rôle de veille pour être certains, c'est l'arme du droit, pour être certains que les États respectent leurs devoirs, respectent leurs obligations. Ça, c'est le volet un peu juridique de la défense des droits. Et je pense que chacun va en parler, mais l'association Robin des droits illustre assez bien cet intérêt juridique et contentieux. Et puis, juste un mot, et puis je m'arrête là pour ne pas être trop bavard, mais il y a un intérêt politique des droits qui nous constituent. Encore une fois, dans toute société, on a besoin de ces grandes déclarations de droits, déclaration de 1789 en France, la Magna Carta au Royaume-Uni, la déclaration d'indépendance. On a besoin de ces textes qui nous fondent, qui font le ciment d'une société. Et là encore, surtout au plan international, mais c'est vrai aussi en droit interne, on a l'impression qu'on a eu une approche trop technicienne de ces règles et qu'on a oublié qu'elles étaient fondées sur des valeurs. On a oublié les valeurs parce que ces valeurs sont essentielles et elles sont essentielles au moment de l'application des promesses qu'on fait, au moment de la mise en œuvre. On voit trop d'États qui signent des traités mais qui ensuite ne les appliquent pas, ou d'ailleurs trop de gouvernements qui font des promesses et qui ensuite ne les mettent pas en œuvre. Parce que une transition écologique, ça nous demande des efforts considérables. On le voit bien. C'est des efforts pour les États, c'est extrêmement difficile. C'est comme un paquebot, effectivement, qu'on fait changer de direction. Des efforts pour construire des politiques nouvelles, des efforts pour les citoyens, hein, pour nous, dans nos vies quotidiennes de tous les jours. Ça nous demande des changements profonds. Et ces changements profonds, pourquoi on va les faire? On ne va pas les faire juste parce que la règle est obligatoire. Ça ne suffit pas à motiver. On les fait parce que ce qui nous motive, ce qui nous rassemble, ce sont les droits, ce sont les valeurs, ce sont les droits dont nous disposons, puis ce sont aussi les droits de nos enfants, des générations futures. Je crois que ça incite beaucoup les gens à se mobiliser. Les droits des générations futures sur lesquels d'ailleurs le Conseil constitutionnel vient de rendre une belle décision. Alors voilà, donc on a besoin de ces droits fondamentaux, d'où, et ce sera la mission de cette Green Rights Coalition, la nécessité de mieux les faire connaître, parce que tout le monde ne maîtrise pas, n'est pas bien au courant, de mieux faire connaître ces droits, de mieux les défendre, de mieux les diffuser. Il y a tout un travail d'éducation, de formation à faire, et ce sera le rôle de la Green Rights Coalition. Alors avant de vous passer la parole, parce que je suis très impatient de vous écouter, on va prendre 4 petites minutes pour, et je vais laisser les techniciens s'en occuper derrière, pour lancer une petite vidéo de présentation de la Green Rights Coalition. Have you ever heard of the Green Rights Coalition? We're a global movement uniting people to champion a new generation of fundamental rights linked to environmental protection, our green rights. Our planet has been on fire for too long. The time has come to unite and stand up for our right to a healthy environment. Because after 50 years of declaration and treaties, efforts to protect the environment and life on Earth are clearly insufficient. Because on a daily basis, we witness the collapse of biodiversity and put life on Earth at risk. Because climate change threatens our way of life. Because air, soil, or water pollution doesn't stop at country borders. Because beyond our difference and our origins, all living beings form the community of life on Earth. Because we need to ensure our planet's ability to produce renewable resources for generations to come. Because technology and technical rules alone cannot solve the environmental crisis. Because we need values, we need principles, we need to rebuild our society on new foundations. We need to make a pact with nature, a pact that binds us all together as inhabitants of this planet. We need a new pact to recognize
our green rights and duties. A pact that can become the foundation of a new social contract for humanity. A contract that allows us to protect the environment because it's the best way to bring people the possibilities of a better life. A pact that recognizes the right of everybody to a healthy environment, that recognizes the duty of states and citizens everywhere to take care of the environment. A guiding compass that will enable access to information, justice, and process for citizens of the Americas and the world. A pact that answers to young generation, civil society, all of us, actually, because we need to lay the foundation for a new and more united world to better protect our planet and mankind. The Green Rights Coalition champions this new social contract. We advocate the recognition of green rights at the national, regional, and international levels to ensure the fulfillment of other human rights and to protect the planet. The United Nations is ready to act. The General Assembly has adopted a pivotal resolution recognizing the right to a healthy, clean, and sustainable environment. This is a first step. We need to go further. We call on states to recognize environmental rights and duties in a legally binding treaty. We need to recognize our green rights in every continent, in Africa, the Americas, Asia, Europe, and Oceania. At the national level, we also push for the recognition of green rights in states' constitutions. A secure climate, clean air, safe water, sustainable food are not merely privileges. They are fundamental rights that must be observed and respected by everyone. Because there is only one planet, we have no choice. Today, time has come to wake up and stand up for your green rights. Planet, our rights. Our planet, our rights. Our planet, Our planet, our rights. Our planet, our rights. Our planet, our rights. Our planet, our rights. Voilà, donc ça c'était pour présenter à la Green Right, puisque c'était la Green Right Coalition, puisque c'est un peu l'objet de notre webinaire au départ. Et donc chacun, et je parle pour le public qui nous rejoint de plus en plus nombreux, hein, 70 personnes connectées avec nous, bonjour à tous, chacun aura noté l'adresse web de la Green Right pour en savoir un petit peu plus sur la Green Right Coalition. Alors, je crois qu'il est grand temps maintenant de passer la parole à chacun de nos intervenants. On avait donc retenu, j'avais suggéré pour l'ordre des interventions, même s'il n'y a pas d'ordre très, très particulier, mais avec l'idée d'aller du général au particulier, puis du global ensuite vers le national, de commencer par Geneviève Dufour, donc, qui va nous présenter une communication sur le thème suivant: réorienter le droit international vers sa finalité providence, un impératif pour la survie de la planète. Voilà, Geneviève, je te laisse la parole. Ce titre déjà a l'air tout à fait passionnant. Donc, comme on a connu, autour de 10-15 minutes de temps de parole. Parfait. Merci beaucoup, Yann. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur aujourd'hui d'être avec vous pour cette Semaine de la Terre et ce lancement de la toute nouvelle Green Right Coalition. Donc, effectivement, je vais vous parler d'un terme un peu plus large que l'importance d'adopter un éventuel traité ou des principes qui soient beaucoup plus clairs et normatifs. Je ne mets pas de côté le fait que c'est une priorité, mais je pense qu'à la base de tout ça, il faut repenser à l'objectif du droit international et c'est ce sur quoi je veux réfléchir avec vous aujourd'hui. Donc, je veux réfléchir avec vous sur une modification qui, à mon avis, devrait être au cœur de nos réflexions. Donc, notre conception de ce à quoi sert le droit international. Évidemment, le sujet peut apparaître a priori théorique,
mais il faut comprendre qu'il porte en lui quand même un potentiel transformateur considérable. L'idée ici, c'est pas de proposer donc une nouvelle norme ou un nouveau traité, non plus de tenter de voir comment on peut concilier le droit international existant avec d'autres branches du droit international comme le droit de l'environnement. Ma proposition est beaucoup plus radicale. Je veux vous démontrer que la protection de l'environnement et de l'humain devrait être intrinsèque à toute action menée dans le champ du droit international. Autrement dit, la protection de l'humain et de son environnement devrait agir comme matrice conceptuelle dans l'idéation, la conception, la négociation, l'interprétation, la mise en œuvre de toute règle du droit international et de toute action qu'on mène au niveau international. J'ai pas la prétention aujourd'hui de vous présenter une réflexion qui est complètement aboutie, mais c'est une réflexion qui m'habite quand même depuis une dizaine d'années, depuis que je suis tombée sur le livre d'Emmanuel Jouannet, Le droit international libéral-providence, Histoire du droit international, publié en 2011. À la base de ce livre, donc, Emmanuel Jouannet part du constat qu'il y a une perte de sens de ce qu'est le droit international. Et la trame du livre, c'est une recherche des finalités du droit international. Et donc, par une méthode de recherche historique, elle souhaite découvrir la signification réelle du droit international contemporain. Et ce livre démontre de manière très fouillée que depuis des siècles, il y a toujours eu, de manière parfois chaotique, souvent inégale, une double fin au droit international. C'est un droit qui a une fin libérale, mais aussi une fin providence, finalité. Libéral dans le sens où le droit international est un droit, on le sait, de coexistence, de coopération entre les États. On veut préserver leur sécurité, leurs intérêts, leur liberté, souveraineté. Mais c'est aussi un droit de providence qui fait accéder les peuples au bonheur et au bien-être. Donc, ce serait un droit qui intervient partout et qui cherche à combler les déséquilibres économiques, sociaux, écologiques, sanitaires de la planète. Pour Jouannet, la fonction libérale du droit international stimule donc la régulation des rapports entre les États, alors que la fonction providentielle va plutôt permettre au droit international une percée interventionniste. Donc, le droit international doit servir ces deux finalités. L'un et l'autre se complètent. Autrement dit, le droit international n'est ni l'un ni l'autre isolément, il est le fruit de la dualité des deux. Et elle le démontre très bien dans son ouvrage de 2011. Et elle explique évidemment qu'à travers les époques, il y a eu un balancier entre les deux finalités. Donc, par exemple, la fonction providentielle du droit international était importante au siècle des Lumières, alors qu'ensuite, elle a été plutôt mise de côté. Il y a eu une résurgence après la Première Guerre mondiale qui est devenue plus prononcée après la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans le cadre de la Charte des Nations unies, mais aussi de l'avènement du droit international des droits humains et de la protection de l'environnement. Mais peu importe donc ce balancier-là, à travers les époques, Jouannet établit un fait. Le droit international a une double fonction, libérale et providence. Et c'est donc sur cette base-là que je veux avec vous réfléchir autour de 3 points. Premièrement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le droit international se construit et s'interprète réellement suivant ces deux finalités, et ce sur un pied d'égalité? Premier constat, la finalité libérale est résolument ancrée. La souveraineté étatique, la non-ingérence, l'intangibilité des frontières, l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales, ça constitue les principes clés du droit international. On peut dire qu'ils en sont le fondement. Il n'y a pas un étudiant de droit international qui ne connaît pas ces principes-là. Il n'y a pas un internationaliste qui ne les maîtrise pas sur le bout de ses doigts. C'est un fait. Le droit international existe en grande partie pour protéger puis sauvegarder les États. Et cette idée-là transcende le droit. Autrement dit, elle dicte la vie internationale. Qu'on parle de procédure d'adoption de nouvelles règles, d'admettre un nouvel État au sein d'une organisation internationale, ou encore de déterminer si une question peut être justiciable devant la Cour internationale de justice. Donc, on ne parle pas simplement de principes qui donnent lieu à quelques règles applicables à des cas spécifiques. On parle ici d'un système organisé autour de ces principes,
d'un ensemble de principes qui fondent finalement une matrice conceptuelle et qui prescrit l'ensemble des normes qui en découlent. On parle donc de la source matérielle la plus importante du droit international. Deuxième constat, la finalité-providence ne reçoit pas tout à fait le même traitement. Le droit international des droits humains, le droit international de la protection de l'environnement donne lieu évidemment à plusieurs principes, à plusieurs règles, on les connaît, mais ceux-ci transcendent rarement leur propre branche du droit international. D'ailleurs, on le sait, ils sont enseignés dans les universités comme un droit spécifique. Ils bénéficient de leur propre structure aussi décisionnelle ou juridictionnelle et n'ont pas nécessairement à être maîtrisés dans leurs détails par l'expert du droit du commerce international ou du droit de la mer. Il arrive qu'une qu'une autre branche du droit international les prenne en compte, évidemment, mais la plupart du temps, ça se fait dans le cadre d'un régime d'exception. Et évidemment, à la suite de tout un exercice d'équilibrisme faisant intervenir des concepts de conciliation, de soutien mutuel, de balance des intérêts, on s'assure de la bonne foi des États, de la nécessité de la mesure prise, du fondement scientifique, etc. Et à cet égard, évidemment, le droit de l'OMC nous en donne de très, très nombreux exemples. Bref, bien qu'on reconnaisse que le droit international a deux finalités, ces deux finalités ne produisent pas les mêmes effets. Autrement dit, lorsqu'on négocie, adopte, applique, interprète une majorité des normes de droit international, par exemple en matière de droit du commerce international, d'immunité, de droit de l'aviation civile, de droit international des investissements, la fonction providence du droit international, elle est présente, c'est sûr, et assurément de plus en plus, mais elle occupe plus souvent qu'à son tour un rôle secondaire. On s'assure toujours que la norme en cause ne va pas contrevenir à la fonction libérale du droit international. On va l'interpréter la plupart du temps d'une manière que la fonction libérale soit respectée. C'est très généralement la primauté, la sécurité, la volonté de l'État qui prime. Non pas la question de savoir si telle ou telle norme ou telle interprétation va avoir un impact sur l'environnement ou le bien-être humain. Et lorsqu'on se risque à prendre en compte les droits humains ou l'environnement, on les cantonne souvent à un rôle préambulaire, promotionnel, déclaratoire, où on va insérer une petite norme au langage normatif moins directif, ou encore on va l'insérer dans un régime d'exception, avec évidemment la conséquence que c'est à celui qui l'invoque que revient le fardeau de la preuve. Bref, la fonction ou la finalité libérale du droit international dicte encore très ou trop souvent le droit international et la finalité providence cède trop souvent le pas. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Dans ce contexte, on peut se demander si la défaillance à prendre en compte la finalité providence du droit international permet au droit international de répondre à la réalité d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que la réalité d'aujourd'hui? C'est celle des défis globaux. Crise migratoire, rupture de chaîne d'approvisionnement, intelligence artificielle et les menaces qui en découlent, terrorisme, problèmes sanitaires et évidemment la triple crise environnementale. Biodiversité, changement climatique, pollution. Déjà en 2006, le rapport Stern sur l'économie du changement climatique renvoyait à l'expression « défi global ». Le Forum économique de Davos en 2023 a proposé une définition plutôt du risque global, mais c'est le même concept. On renvoie ici donc à la possibilité de survenance d'un événement ou d'une condition qui, s'il se produit, aurait un impact négatif sur une proportion significative du PIB mondial, de la population ou des ressources naturelles. Dans un récent article que j'ai coécrit avec mon collègue Richard Ouellette de l'Université Laval, on a identifié deux éléments pour caractériser un défi comme global. Premièrement, le défi doit échapper à la capacité d'action d'un État ou d'un groupe d'États. Et deuxièmement, il ne peut se résoudre sans une coopération multilatérale à partir d'une action coordonnée ou d'un accord à vocation universelle. Donc, dans ce cas-ci, des défis globaux et du défi plus particulièrement en matière d'environnement,
Le droit international a clairement un rôle à jouer pour s'attaquer à tout ça. Donc, dans cette nouvelle réalité où se multiplient les défis globaux qui sont extrêmement menaçants, on peut se demander si le droit international, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, avec une prédominance de la fonction libérale, permet une réponse adéquate. Je ne répondrai pas aujourd'hui à cette question-là. Je vais simplement vous reposer la question en incluant les exemples de défis globaux que je vous ai mentionnés précédemment. Est-ce que le droit international, surtout axé sur la finalité libérale, répond correctement aux défis globaux tels que la crise migratoire, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, les menaces de l'intelligence artificielle, les problèmes sanitaires comme la dernière pandémie ou la triple crise environnementale? À mon avis, poser la question, c'est y répondre. Et c'est ce qui m'amène donc à la troisième et dernière partie de mon intervention, partie un peu plus prospective. Est-ce qu'on peut imaginer un droit international dont la finalité-providence serait systématiquement prise en compte? Je vous rappelle, pour Emmanuel Joannet, la finalité-providence renvoie à la notion de bien-être. Et le bien-être renvoie à une libération du besoin et de l'insécurité et à l'idée de justice sociale. Évidemment, sans une réponse adéquate à la triple crise environnementale, le bien-être de l'humain ne peut pas être atteint. Sans un environnement sain, sans la protection des ressources vitales, sans une préservation des écosystèmes, la vie, la santé, la sécurité alimentaire, etc. Bref, le bien-être en général est compromis. Pour y arriver, il faudrait notamment que les droits humains, ce qui inclut le droit à un environnement sain, arrêtent d'être une branche du droit international, mais qu'ils agissent comme un socle commun de normes transversales du droit international contemporain. Autrement dit, les droits humains devraient être systématiquement pris en compte parce que, comme le disait l'Otter Pact, déjà en 1943, l'être humain, l'individu, c'est l'ultime source de tout droit. Donc, pour y arriver, il faudrait que le droit international soit négocié, appliqué, interprété en faveur du bien-être des êtres humains et des peuples, systématiquement. Que le droit international soit intrinsèquement écologique, comme l'imagine Emmanuel Joannet dans son livre paru il y a quelques jours. Évidemment, la tâche est d'ampleur, car il n'est plus question ici de construire un nouveau système, mais encore faut-il déconstruire celui qu'on a mis en place. Et en amont de tout ça, c'est l'idée même que se font les juristes du droit international qui doit évoluer. C'est donc l'imaginaire collectif là, qui doit évoluer. Ce sont les fantasmes qui nous imprègnent qu'on doit changer. Évidemment que cette idée de construire ainsi le droit international peut être choquante, tant l'idée d'un droit international construit pour et par les États est ancrée. Mais comme le demande Emmanuel Joannet là, dans son tout récent livre, qu'avons-nous donc de si précieux à perdre en essayant d'en sortir? Il faut surtout se rappeler que le droit international a connu des évolutions radicales au cours du temps. Ça ne serait pas la première. Il a évolué de manière considérable, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, en créant des crimes fondés sur l'idée que le droit international pouvait dicter aux États la manière dont ils devaient traiter leurs nationaux. Le droit international pouvait tout à coup agir comme un rempart contre les dérives de l'État à l'égard de son propre peuple. Il y a d'autres idées radicales qui sont bien connues. En premier chef, l'interdiction du recours à la guerre entre les États, mais aussi l'interdiction de l'esclavage, la discrimination entre les hommes et les femmes, l'avènement du multilatéralisme, la possibilité de poursuivre des dirigeants pour crimes pénaux internationaux, voire l'interdiction du protectionnisme dans les relations internationales économiques. Tout ça, à leur époque, ont constitué des idées radicales. On le sait, on est probablement, et je termine sur ça, à la fin d'un cycle. C'est donc le moment d'impulser des idées radicales. On le sait, malheureusement, là, le monde risque de subir des chocs dans les prochaines années. Et dans ce contexte-là, on sait que les chocs sont souvent l'amorce de changement et le droit international a un rôle à jouer sur ça. À la vue des résultats des dernières décennies, les changements devront probablement être radicaux et les États devront le réaliser
Et ce sont les penseurs du droit international qui devront convaincre ces États de modifier leur façon de faire. Ce qu'on fait aujourd'hui pourrait influencer ceux qui vont créer le droit international dans les prochaines années. Et à mon avis, la protection du bien-être de l'humain et de son environnement devra constituer une matrice incontournable et non négociable à travers laquelle on devra idéaliser et concevoir le droit international. Il s'agit d'un changement majeur qui heurte nos façons de faire, nos traditions, nos façons de concevoir, mais je vous laisse sur les paroles sages d'Habermas qui écrivait « Nous ne pouvons nous extraire de nos traditions, mais la manière dont nous les poursuivons dépend de nous. » Merci. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Alors c'est vrai qu'avec une visioconférence, on peut moins applaudir, mais on aurait envie à la fin de ton discours d'applaudir avec cette belle citation. Vraiment merci parce que tu as éveillé des perspectives, des réflexions. Je vais juste faire un tout petit commentaire. Je précise tout de suite d'ailleurs pour le public que vous pouvez poser des questions sur le chat, hein, on les voit, on essaiera alors peut-être pas toutes de les faire passer, mais enfin d'en faire passer quelques-unes peut-être à la fin de toutes les interventions. Et non simplement une ou deux réactions. D'une part, le spécialiste de droit public interne, modestement interniste que je suis, retrouve une certaine correspondance dans cette dualité des deux finalités qui sont ici évoquées pour le droit international, la fonction libérale, la fonction providentielle, avec le même débat qui a eu lieu depuis toujours, mais en particulier autour de Maurice Horiou et Léon Duguy en France, sur les fondements du droit administratif, avec d'un côté la fonction libérale, c'est Horiou le libéral, vraiment là c'est une conception de droit administratif restreint, justement aux fonctions régaliennes de l'État, la sécurité, l'ordre public, etc. Et de l'autre côté, Duguy, le social, avec une fonction sociale de l'État tournée vers le bien-être, hein, on retrouve vraiment ça, et l'intérêt général. Et personnellement, je crois qu'effectivement, ces deux fonctions sont complémentaires, il ne faut pas les opposer, mais le sens de l'évolution du droit administratif et public interne, ça a quand même été le développement de la place de l'intérêt public. Et j'ai modestement écrit quelques petits articles avec Marie-Cécile de Vélis sur la notion d'intérêt public mondial qui fait un peu penser à cette fonction présidentielle. Et donc, je me réjouis d'entendre ça. J'ajoute que je suis 150% d'accord avec ce que tu as dit à la fin. Je le dis souvent, je suis de plus en plus convaincu. Je crois on est face en réalité des utopies, comme disait Mireille Delmas-Marty, des utopies réalistes, dans le sens où la réalité, les faits sont têtus, la réalité va revenir. On a beau aujourd'hui, c'est le grand retour de la souveraineté, chaque État comme un coq sur son fumier, regardez du côté de Moscou, bref, dit souveraineté, 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 mais je crois qu'ils vont être rattrapés par la patrouille des faits, par le changement climatique, par tous ces défis globaux qui rendent indispensable une coopération internationale. Ça me paraît évident. Donc, pour le moment, on ne sait pas quand on y arrivera. Ça n'est d'ailleurs pas le problème, je crois, des penseurs et des juristes. Et moi, ça me fait un petit peu penser à cette période pré-révolutionnaire de bouillonnement d'idées au siècle des Lumières. Et je pense que les Montesquieu, les Voltaire, les Rousseau ne se posaient pas la question de savoir comment ça va marcher, comment les mettre en eux. Ils préparaient des concepts pour que le moment venu, le jour où le nouveau monde adviendrait, les concepts soient prêts. Et ils étaient là en 1789 quand on a écrit la Déclaration. Et je crois que c'est maintenant la période qu'on vit. Je crois qu'effectivement, tous les juristes, tous les penseurs, au-delà des juristes d'ailleurs, doivent préparer des concepts de ce genre pour réfléchir aux bases du monde futur qui inévitablement adviendra. Pardon, j'ai été trop long dans ce petit commentaire. Encore mille merci. Et maintenant, je cède la parole au professeur Michel Prieur, qui va nous présenter une nouvelle version d'un projet de pacte international relatif aux droits environnementaux. On a beaucoup travaillé ensemble avec plusieurs projets en parallèle, mais qui se complétaient. On a souvent eu l'occasion d'en parler avec le professeur Michel Prieur.
il y a, et je le laisse en parler, il y a en ce moment une possibilité d'adoption d'un tel pacte dans le cadre plus des instruments de droits de l'homme et devant le Conseil des droits de l'homme. Et c'est dans ce cadre que, sous l'égide du Centre international de droit comparé de l'environnement, un projet de pacte a été rédigé. Donc, je remercie encore vivement le professeur Michel Prieur qui, je le redis pour nos amis qui nous ont rejoints entre-temps, on approche les 80 participants maintenant, qui donc nous parle depuis Santiago du Chili. Merci beaucoup, cher Michel. Merci beaucoup, cher Yann. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis à Santiago du Chili, à la conférence des parties, la 3e de l'accord d'Escazú, qui est le petit dernier des accords sur l'environnement et qui reconnaît le droit de l'homme à un environnement sain avec toute une série d'éléments, un peu sur le modèle de la Convention d'Aarhus, mais encore mieux qu'Aarhus. Il y a un grand progrès dans la Convention d'Escazú par rapport à Aarhus, et les États vont cet après-midi ou peut-être demain approuver le premier plan d'action pour défendre les défenseurs de l'environnement, les droits des défenseurs de l'environnement qui, comme vous le savez, notamment en Amérique du Sud, sont victimes non seulement de menaces, mais d'assassinats, et en Europe, sont victimes de menaces et de pressions souvent très graves. Alors, le thème que Yann, et je l'en remercie d'avoir pris cette initiative, a choisi est « Pourquoi défendre les droits environnementaux ?» et il me permettra de répondre plutôt à la question « Comment défendre les droits environnementaux ?» puisque le projet que le Centre international de droit comparé de l'environnement porte est de viser le plus rapidement possible, évidemment, l'adoption d'un 3e pacte de la famille des pactes des droits de l'homme de 1966, un pacte sur les droits environnementaux. Alors en réalité, nous avons déjà travaillé là-dessus il y a longtemps, en 2016, et il se trouve, pour les circonstances que je vais expliquer, qu'un groupe de travail vient de rédiger une nouvelle version de ce 3e pacte, groupe de travail qui a été animé par notre collègue des États-Unis, Erin Daly, et qui regroupait une trentaine d'experts de différents pays. Et vous êtes un peu en avant-première de présentation publique de ce 3e pacte sur les droits environnementaux. Alors pourquoi se lancer dans cet exercice un peu difficile? Pour 4 raisons. La première, parce que chacun sait qu'il y a un mouvement continu et croissant de reconnaissance juridique du droit à l'environnement, à la fois au niveau international et au niveau national. Et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les internationalistes peuvent admettre qu'il y a véritablement une source coutumière qui devient pratiquement un impératif de jus cogens en faveur du droit de l'homme à l'environnement au plan universel. Il y a quand même 7 traités régionaux, 7, qui reconnaissent le droit de l'homme à l'environnement, 7 traités régionaux, qui regroupent 135 États. Il faut ajouter à cela, au niveau national, dans 170 États, l'environnement est largement reconnu, et dans 156 constitutions, l'environnement est au sommet de la hiérarchie juridique nationale. Donc il y a un ensemble, un mouvement qui s'est déroulé progressivement depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, croissant, qui arrive peut-être à son sommet. Deuxième constat, il y a récemment une accélération à la fois politique et juridique, qui va dans le même sens. D'abord, évidemment, grâce à Yann et son équipe, le vote à l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 vers un pacte mondial, et vers un pacte mondial, je le rappelle, a été voté par 143 États.
Et à l'époque, il n'y avait que 5 États contre. Et puis, depuis 2018, le Conseil des droits de l'homme, qui a voté sa résolution le 8 octobre 2021, aucune voix contre au Conseil des droits de l'homme. Seulement 4 abstentions. Et puis enfin, la résolution 76-300 de l'Assemblée générale des Nations unies de juillet 2022, et là, vote pour 163 États, vote contre 0 État et seulement quelques abstentions. Et donc, entre 2018 et 2022, à l'Assemblée générale, on est passé de 143 votes pour à 163. Et sont disparus les votes contre. Plus aucun État dans le monde ose voter contre le droit de l'homme à l'environnement. Il y a encore quelques irréductibles abstentions, mais aucun vote contre. Donc je crois qu'il y a là un message politique et juridique excessivement fort en faveur d'une étape nouvelle. Troisième argument, la multiplication des recours au niveau international, que ce soit devant les comités des droits de l'homme ou devant les tribunaux internationaux qui invoquent le droit de l'homme à l'environnement. Plus les travaux des rapporteurs spéciaux bien connus, et notamment de le rapporteur spécial John Knox, qui en 2018 a élaboré les principes directeurs du droit de l'environnement, et le travail des principes directeurs de 2018 de John Knox, c'est un véritable traité de droit international de l'environnement dans son contenu. Alors, je vous signale que le dernier rapporteur spécial du droit de l'homme à l'environnement vient d'être nommé, et enfin, c'est une femme, c'est une Mexicaine. Donc, bravo pour cette avancée des femmes dans la défense des droits de l'environnement au niveau du Conseil des droits de l'homme. Et enfin, le quatrième argument en faveur de l'étape nouvelle que nous proposons, c'est l'accélération récente des contributions des juges internationaux en matière de droits de l'homme. Alors d'abord, évidemment, l'avis consultatif de la Cour interaméricaine de 2017, qui est un véritable travail magistral de démonstration sur l'opérationnalité aujourd'hui du droit de l'homme à l'environnement au niveau international. Et puis, je vais citer rapidement 2 arrêts qui vont dans le même sens d'une promotion et d'une accélération de la reconnaissance internationale du droit de l'homme à l'environnement. Devant la même Cour interaméricaine, l'arrêt Oraya contre Pérou du 27 novembre 2023, qui pour la 2e fois dans la Cour interaméricaine, c'est la 2e fois que la Cour interaméricaine se prononce dans un arrêt, c'est plus l'avis consultatif de 2017, dans un arrêt pour une violation du droit de l'homme à l'environnement dans un État. Ici, c'est le Pérou. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Cour interaméricaine ne s'appuie pas sur l'article sur lequel elle aurait pu s'appuyer, qui est l'article 11 du pacte de San Salvador, qui reconnaît le droit de l'homme à un environnement sain. Non, elle ne s'appuie pas sur l'article 11 de San Salvador pour une raison purement juridique, c'est que cet article n'est pas invocable devant la Commission et devant la Cour, pour des raisons procédurales du pacte de San Salvador, et on est en train d'essayer de faire amender le pacte de San Salvador pour que l'article 11 soit invocable devant la Cour, mais aujourd'hui il ne l'est pas, et la Cour, pour contourner cette impossibilité procédurale, s'appuie sur l'article 26 de la Convention de San José, qui ne parle absolument pas de l'environnement et qui ne parle pas de la possibilité d'invoquer cet article. Et c'est une interprétation assez osée, il faut le dire, de la Cour interaméricaine de s'appuyer sur l'article 26 qui ne parle que du développement progressif des droits de l'homme
Et c'est au titre de l'idée du développement progressif des droits de l'homme qu'elle dit, ben aujourd'hui, le droit à l'environnement, c'est un droit contemporain et on l'applique sans avoir recours au pacte de San Salvador. Et puis le deuxième arrêt que tu as évoqué, je crois, Yann, dans ton introduction, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, des femmes retraitées suisses de plus de 76 ans. Je regrette d'ailleurs qu'elle n'ait pas allié à leur action les hommes de plus de 76 ans, et je me serais rallié avec un grand bonheur à cette action judiciaire. Et en tous les cas, la Cour européenne a effectivement condamné la pauvre Suisse, qui n'est pas quand même la première responsable des violations du droit de l'environnement, la pauvre Suisse condamnée pour violation de l'article 8 et de l'article 6 de la Convention européenne. Alors, de ce fait, cette accumulation d'arguments politiques et juridiques milite en faveur véritablement d'un nouveau pacte, d'un troisième pacte des droits de l'homme sur l'environnement, et c'est le projet que nous avons rédigé et qui commence à être diffusé. Il est déjà traduit dans au moins 7 ou 8 langues étrangères et on essaye de le porter devant le Conseil des droits de l'homme parce que nous pensons que l'avenir du droit de l'environnement, c'est pas l'environnement, l'avenir du droit de l'environnement, c'est les droits de l'homme et c'est à travers les droits humains qu'on pourra progresser. Alors, dans les discussions, et j'en termine ici, il me reste combien de minutes, Yann? Hein? J'entends pas ce que tu dis. Tu n'as pas ton micro. Pardon, oui, non, je disais qu'il reste très peu de minutes. Le temps est un peu dépassé en vérité. Donc il est dépassé. Bon, donc on a fait des efforts pour évidemment moderniser notre texte qui avait près de 10 ans, en insistant sur des éléments nouveaux, notamment le droit au développement, parce que le droit au développement, mais pas n'importe quel développement, le droit au développement durable et au développement qui intègre la protection de nos valeurs, aussi en insistant évidemment sur le droit des défenseurs de l'environnement, qui est désormais évidemment un droit fondamental reconnu non seulement par Escazou, mais au niveau international, et puis les droits de la nature. Les droits de la nature qu'il fallait sur le plan juridique évidemment mettre de façon évidente, mais encore discrète, et donc c'est les éléments principaux qui nous ont préoccupés. Et puis surtout, le contrôle de l'application du troisième pacte, où on a beaucoup discuté s'il fallait que ce soit les comités déjà existants sur les droits civils et politiques ou les droits économiques et culturels qui ont déjà statué sur l'environnement, mais finalement, on a préféré créer un comité sur les droits environnementaux. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci infiniment, Michel. Effectivement, je laissais passer le temps parce que c'était passionnant. C'est pour cette raison-là. Et les raisons que tu as évoquées sont très convaincantes et elles rejoignent complètement ce qu'on se dit depuis le départ, c'est que ce sont les droits qui sont à la base de plus en plus du système juridique et en particulier le système juridique international avec ces droits qui sont reconnus par ces différents accords régionaux et ces jurisprudences. Je ne développe pas plus. On considère pour ça qu'il y a véritablement une fenêtre, comme on dit, d'opportunité juridique. Une fenêtre d'opportunité juridique. Donc, merci encore pour cette intervention très, très éclairante, très, très intéressante. Sans plus tarder, je passe tout de suite la parole donc, au professeur Makan Bang, qui nous parle depuis Genève, je pense, depuis Vienne. Voilà, depuis Vienne aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que tu as une autre mission à Vienne. Donc, le professeur Makan Bang va nous parler d'un sujet qui regroupe plusieurs thèmes qu'on a abordés, puisque le thème de ton intervention, mon cher Makan, c'est obligations climatiques des États et droit international. Quel défi? Je te cède la parole. Merci beaucoup Yann et bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être ici et surtout de
revoir des amis et des collègues qui me sont chers, que ce soit au niveau du panel, mais aussi au niveau de l'audience qui nous suit aujourd'hui. Donc, toutes mes félicitations pour le lancement de cette nouvelle coalition. Alors, s'il y a un domaine dans lequel les droits environnementaux sont principalement en jeu et voire même menacés, c'est bien le champ de la lutte contre les changements climatiques. Et là, il y a un paradoxe à ce niveau parce qu'autant les droits environnementaux sont très importants dans le champ de la lutte contre les changements climatiques et autant le régime international du climat, ou ce qu'on appelle le droit international du climat, peine à garantir une protection effective des droits environnementaux. Cela peut paraître surprenant lorsqu'on sait que depuis le début des préoccupations climatiques, les droits étaient au cœur de ces préoccupations. On se souviendra que lors de la déclaration qui a été adoptée en 1979 lors de la première conférence mondiale sur le climat, les experts à l'époque avaient mis en exergue le fait que les impacts climatiques pourraient porter atteinte aux droits. Alors, bien entendu, à l'époque, on ne parlait pas de façon précise des droits environnementaux, puisqu'on était encore dans une époque, dans une ère post-Stockholm, et l'idée des droits environnementaux n'était pas encore très élaborée, mais l'idée des droits qui pourraient être affectés par les impacts climatiques était déjà là en 1979. Et alors, en 1988, il y a eu une étape beaucoup plus marquante pour l'importance des droits environnementaux dans le champ de la lutte contre les changements climatiques. En 1988, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a adopté sa première résolution en relation avec le climat, la résolution 4353, intitulée « Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures ». Et c'était dans cette résolution que l'Assemblée générale des Nations unies avait déclaré l'évolution du climat ou le changement climatique comme une préoccupation commune de l'humanité et a fait de la lutte contre les changements climatiques une question d'équité intergénérationnelle. Et comme on le sait toutes et tous ici, lorsqu'on parle d'équité intergénérationnelle, on est au cœur des droits environnementaux. Alors, malgré ces prolégomènes juridiques, lorsque le régime international du climat a commencé à être construit en 1992, les droits environnementaux n'ont pas trouvé une intégration, n'ont pas bénéficié d'une intégration pleine et entière dans le régime international du climat. Lorsque l'on lit de façon minutieuse la Convention 4 des Nations Unies de 1992 sur les changements climatiques, on voit qu'il y a une évocation furtive de l'équité intergénérationnelle à la fin du préambule. Et aussi, on a réduit un peu les droits environnementaux dans la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques à une version que je qualifierais de bâtarde, qu'on a appelé le droit à un développement durable, le droit des États à un développement durable qui, pour moi, est une réduction ou voire une dilution des droits environnementaux. Donc, la Convention 4 des Nations Unies n'a pas véritablement servi de socle à ces droits environnementaux. Et il a fallu attendre l'accord de Paris de 2015 pour avoir enfin dans le droit international du climat une référence explicite aux droits, notamment aux droits de l'homme, et je dirais une référence indirecte aux droits environnementaux, parce que le préambule de l'accord de Paris invite les États à respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme, donc invite les États à respecter leurs obligations de respecter, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Et on peut entrevoir par cette référence aux droits de l'homme, aux droits humains dans le préambule de l'accord de Paris, on peut voir indirectement une référence aux droits environnementaux, notamment au droit à un environnement sain, puisqu'il fait aujourd'hui partie
de la matrice des droits de l'homme, comme le disait le professeur Prieur. Mais là encore, un bémol, parce que lorsqu'on lit le préambule de l'accord de Paris, ce que l'accord de Paris dit, c'est que les États devraient respecter. Donc la formulation est au conditionnel et c'est donc pas une obligation, mais c'est plutôt une invitation aux États à respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme. Mais alors, hormis ce manque de référentiel aux droits environnementaux dans le régime international du climat, il y a un autre problème. Il y a un autre problème, je dirais, majeur, c'est ce que j'appelle le dilemme existentiel de l'obligatoriété. Le dilemme existentiel de l'obligatoriété. Qu'est-ce que je vise par cette expression, cette idée d'un dilemme existentiel de l'obligatoriété? C'est en fait le manque de clarté et de prévisibilité juridique des obligations climatiques. Ça, c'est à mon avis le grand problème. On ne saurait protéger, et tu le disais Yann dans ton introduction un peu plus tôt, on ne saurait protéger, on ne saurait garantir une protection effective des droits environnementaux si les obligations sur lesquelles reposent ces droits ou les obligations dont dépendent ces droits ne sont pas clairement définies. Et c'est là une des grandes déficiences du régime international du climat, c'est que les obligations internationales, les obligations des États en matière climatique restent peu définies et je pense que c'est même un euphémisme de dire que ces obligations sont peu définies. Lorsque je dis peu définies, à mon avis, il y a une absence de définition à 3 niveaux. Absence de définition des sources de ces obligations, des instruments sur lesquels les instruments conventionnels, mais aussi les sources coutumières sur lesquelles reposent ces obligations. Deuxième absence de définition du contenu des obligations climatiques. Et troisième absence de définition de la portée ou du statut de ces obligations climatiques. Et si tu me permets, j'aimerais juste partager 3 anecdotes en relation avec chacune de ces absences. Tout d'abord, donc, l'absence de définition des sources. J'ai été impliqué l'année dernière dans des négociations en Afrique en relation avec un protocole d'investissement. On a négocié durant toute l'année 2003 un protocole d'investissement pour une nouvelle zone de libre-échange continentale qu'on a établie en Afrique qui s'appelle la zone de libre-échange continentale africaine. Et alors, dans ce protocole d'investissement, on a innové parce que ce protocole fait partie d'un des premiers accords d'investissement qui contient une disposition sur investissement et climat. Et ce que dit la disposition, c'est que les États partis à ce protocole d'investissement ont l'obligation de faire en sorte que les investisseurs étrangers sur leur territoire contribuent à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, contribuent à l'action en matière d'adaptation et contribuent aussi à l'action en matière de financement climatique. Mais alors, figure-toi que lors des négociations, tout au début, on a essayé d'arrimer ces obligations des États à des sources. Et donc, dans les versions initiales du protocole, il y avait une référence explicite à la Convention cadre des Nations Unies de 1992 et à l'accord de Paris. Et beaucoup d'États se sont opposés. Plusieurs États, dans les négociations, plusieurs États africains se sont opposés à la référence ou au renvoi à l'accord de Paris, à la Convention cadre, en considérant en fait que ces instruments ne constituent pas des sources d'obligations climatiques auxquelles on pourrait faire référence dans un accord en matière d'investissement. Et le consensus à la fin était d'éliminer, d'effacer toute référence à ces instruments sur le climat. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'absence de définition des sources. Deuxième anecdote, deuxième exemple, c'est en relation avec l'absence de définition du contenu des obligations climatiques. Là encore, je partage une expérience
personnel. L'année dernière, j'étais impliqué dans un groupe d'experts qui a réfléchi sur les principes de droit international applicables au design de mesures commerciales liées au climat. Geneviève connaît très bien ce thème parce que c'est une des plus grandes expertes de la relation entre l'environnement et le droit international économique. Et alors, on a réfléchi sur quels sont les principes de droit international applicables au design et à la mise en œuvre des trade-related climate measures, des mesures commerciales liées au commerce. Et alors, figurez-vous que lors de nos travaux, beaucoup de débats, pour ne pas dire beaucoup de controverses, ont porté sur le principe des responsabilités communes mais différenciées. Qu'est-ce que le principe des responsabilités communes mais différenciées implique ou signifie en termes d'obligations pour les États? Que veut dire pour un État, notamment un État développé, de tenir compte du principe des responsabilités communes mais différenciées lorsqu'il élabore des mesures commerciales dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques? On sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne a mis en place un mécanisme qui s'appelle le CBAM, le Carbon Border Adjustment Mechanism, mécanisme d'ajustement du carbone à la frontière, où le mécanisme ne tient pas compte justement des responsabilités différenciées et essaye d'appliquer un traitement, je dirais, égal, uniforme à tous les États dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Et alors, une des discussions qu'on a eues lors de la préparation de ce rapport, c'était, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un État membre de l'OMC d'intégrer dans les mesures commerciales liées au climat la question des responsabilités communes mais différenciées? Et est-ce que ce principe des responsabilités communes mais différenciées pourrait même induire des obligations qui s'imposeraient dans un système comme le système commercial multilatéral, qui est le système de l'OMC? Et là, on a vu les difficultés à définir le contenu. Et alors, last but not least, j'ai dit qu'il y a aussi une absence de définition du statut de la portée des obligations climatiques. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce rapport. L'année dernière, je n'étais pas impliqué, l'année dernière, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a publié un rapport sur les obligations climatiques en droit international. Et la question qui avait été posée par le Parlement européen aux professeurs de droit international qui ont rédigé ce rapport, c'était de savoir est-ce que les actions et les objectifs en vertu de l'accord de Paris constituent des normes impératives du droit international général. Le professeur Prieur parlait de jus cogens, et alors le Parlement européen se demande est-ce que dans le domaine du régime international du climat, il y a des normes qui relèveraient du jus cogens, qui relèveraient de normes impératives du droit international général. La conclusion des experts qui ont rédigé ce rapport, c'était de dire non, il n'y a pas encore de normes impératives du droit international général lorsqu'il s'agit de la lutte contre les changements climatiques. Donc, ils ne vont vraiment pas dans la sage direction que préconise le professeur Prieur. Ils disent non, il n'y a pas de jus cogens et que bon, peut-être qu'un jour, on pourrait voir ce qu'ils appellent un International Climate Norm, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, une norme internationale du climat émerger comme jus cogens, mais là aussi, ce serait difficile de vraiment considérer que c'est du jus cogens, parce que selon les auteurs de ce rapport, l'obligation climatique, elle ne se limite qu'à une norme de diligence due. Donc, elle se limite qu'à une norme de conduite qui est difficilement précise dans son contenu, qui est une obligation de moyens. Et donc, à partir de là, si on réduit les normes climatiques à des normes de diligence due, on ne peut pas parler de normes impératives. La norme impérative exige un résultat. Et donc, si on réduit ça à une norme de diligence due, on ne peut pas considérer. Et ça, c'est un rapport qui a été publié l'année dernière pour le Parlement européen. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une zone grise. On est dans une zone grise des obligations climatiques. Et la question, c'est de savoir comment on sort aujourd'hui de cette zone grise, comment
comment on réalise la providence dont parlait Geneviève. Comment on opère un changement radical. Or, face aux lenteurs et au blocage des négociations climatiques, force est de constater que les États, aujourd'hui, ne sauraient être la solution, en tout cas, que les négociations sur le climat ne sauraient être la solution. Et ce qu'on propose de plus en plus, tu en parlais, Yann, le professeur Prieur aussi en parlait, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est d'avoir recours aux tribunaux internationaux, aux cours et tribunaux internationaux pour pallier l'inaction des États dans la définition des obligations internationales en matière climatique. On le sait, que la première initiative au niveau international, c'est à la COP26, lorsque ce traité qui crée la commission des Small Island States pour le droit international et le climat a été mise en œuvre, et une commission qui a été créée, pourquoi? Pour promouvoir la définition des règles et des principes du droit international applicables au climat. Les règles, donc les obligations, et comment promouvoir la définition des règles à travers la jurisprudence des cours et des tribunaux internationaux. C'est pionnier de demander quasiment au juge international de faire œuvre de législateur pour combler les vides au sein de la communauté, les vides juridiques au sein de la communauté internationale. Et alors, toutes les procédures consultatives dont on entend parler à l'heure actuelle, ce sont des procédures qui ont pour but de préciser les obligations. Devant le tribunal international du droit de la mer, on demande au tribunal international du droit de la mer de préciser les obligations particulières. Devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, on demande à la Cour interaméricaine to clarify the scope of state obligations. Clarify the scope of state obligations in their individual and collective dimension. Devant la Cour internationale de justice, on demande à la Cour aussi de définir les obligations internationales des États par rapport à la protection du système climatique. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a ce déplacement, ce glissement qui se fait sur le plan procédural pour solutionner une question matérielle qui est celle des obligations climatiques. Et donc, en conclusion, Yann, bien entendu, les défis sont procéduraux. Les défis aujourd'hui, puisque la communauté internationale se tourne vers les cours et tribunaux internationaux pour peut-être arriver au changement radical que suggérait Geneviève, on a aujourd'hui des défis procéduraux. 3 défis procéduraux, très brièvement. On a le défi de la cross-fertilisation. Comment faire en sorte que ces tribunaux internationaux s'inspirent les uns et les autres, mais dans le bon sens? On sait que le tribunal international du droit de la mer va rendre son avis consultatif à la fin du mois de mai, je crois que c'est le 21 mai, et donc il faudrait que ce que le tribunal international du droit de la mer dise, il faudrait aussi que ce que la Cour européenne des droits de l'homme a dit dans cette affaire suisse puisse faire l'objet de cross-fertilisation dans le système des cours et tribunaux internationaux. 2, il faut, à mon avis, un autre défi, il faut aujourd'hui qu'on engage un nouveau dialogue judiciaire. Il faut que les cours et tribunaux internationaux, parce qu'elles font face à une préoccupation commune à l'humanité, qui est le changement climatique, que ces cours revisitent l'idée du dialogue judiciaire et s'engagent proactivement dans un dialogue judiciaire sur comment construire une jurisprudence constante sur la question des obligations climatiques, et que ces cours n'opèrent pas en isolation clinique l'une des autres. Et alors, last but not least, et je pense que c'est une conséquence de ce deuxième défi procédural, éviter le risque de fragmentation. Éviter le risque de fragmentation dans l'interprétation, la définition des obligations internationales dans le domaine climatique. Parce que toute différence, toute incohérence qui résultera du travail de ces cours et tribunaux internationaux se fera au détriment du climat, se fera au détriment de la prévisibilité et de la clarté en matière d'obligations internationales du climat. Donc voilà,
espérons, je vais finir sur une note d'espoir, espérons qu'on n'ira pas vers le scénario du pire avec ces cours et tribunaux internationaux. Le scénario du pire, pour moi, c'est les cours qui renvoient les États à la coopération internationale. Et d'ailleurs, c'est ce que dit ce rapport du Parlement européen. Ils disent la seule obligation, c'est pour les États de coopérer. Et donc, le scénario du pire, ce serait de renvoyer les États à la coopération. Rêvons, espérons pour un scénario idéal qui est ce que j'appelle le scénario du droit international propre, sain et durable, et tout ça pour une planète saine. Merci beaucoup. Merci infiniment, Makam. C'est vrai qu'on a envie d'applaudir là aussi. J'aurais envie de commenter, mais l'heure tourne vraiment, vraiment trop. C'était passionnant, très inspirant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Je cède tout de suite la parole, sinon on n'aura pas le temps, parce que je vois que l'heure tourne. Il est normalement, je crois, 19h18, sauf erreur. Je ne crois pas qu'on termine à 30, mais on peut dépasser un petit peu, je crois que par principe, mais voilà, pas beaucoup plus que 10 minutes de plus. Donc voilà, je laisse la parole à Alice et Ève qui parle à deux en plus, mais à deux voix, dans le même temps de parole d'une quinzaine de minutes pour parler des Robins des droits. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Yann. Alors, on va avoir une présentation un peu différente des trois précédentes, puisque nous, on vient vraiment en fait vous présenter une initiative et pas une réflexion théorique sur le droit international et l'environnement. Et en plus, une initiative locale, en tout cas nationale, puisque on s'intéresse, hein, comme tout juriste, au droit international, mais c'est vrai qu'on aborde plutôt le droit de l'environnement sous le prisme français. Donc voilà, c'est ce que l'on va venir vous présenter tout de suite. Et je laisse la parole à Alice. Oui. Donc pour enchaîner, en effet, nous sommes 4 dans l'association Robins des droits. Il y a Chiara Corasco qui est avocate aussi, Inès Bouchema qui est elle docteur en droit depuis ce début d'année, et donc Ève Obis et moi-même qui sommes avocates, comme l'a dit Yann en présentation. On est une association loi 1901 qui existe depuis 2020, donc en fait on est quand même assez récente, et on s'inscrit vraiment dans une démarche d'éducation populaire en fait, parce qu'on écrit des articles sur notre site internet, on a un podcast en partenariat avec Ouest France, et on participe ponctuellement à des conférences, un petit peu comme c'est le cas ici. Et à travers tous ces outils dont on va un peu reparler, notre objectif c'est vraiment de faire connaître les droits, en fait, plus particulièrement les droits de l'environnement, de en fait, diffuser les connaissances auprès d'un public qui n'en a pas nécessairement connaissance, qui n'en a pas nécessairement conscience non plus. Alors, pour vous présenter notre initiative, on trouve important de se remémorer le constat qui a été le nôtre en 2020. Alors, toutes les 4, en fait, on est amies de promotion de droit à l'université. Et en fait, en 2020, on est en fin d'études, on est en master, en fin de master. Et en fait, alors il y a le Covid, et puis on passe beaucoup de temps en famille, enfermés. Aussi beaucoup de temps, comme tout le monde, hein, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que c'est une idée qui avait germé auparavant, mais on se dit, c'est quand même assez impressionnant le manque de culture générale de culture générale juridique sur les sujets environnementaux, alors que ce sont des sujets qui, en termes de thématiques et aussi politiquement, nous intéressent beaucoup. Mais voilà, il y a vraiment pas de culture générale juridique sur le sujet. Le droit de l'environnement, finalement, irrigue totalement nos modes de vie. Malgré ça, on ne le voit nulle part et à vrai dire, personne n'en sait rien. Et alors ça, c'est un petit peu le constat sur le droit de l'environnement, mais c'est même un constat qui est plus large. Peut-être qu'on manque de culture juridique tout court. Voilà, quand on commence à aborder les questions de droit de l'environnement, parfois juste on se rend compte qu'un grand nombre de personnes autour de nous n'a pas connaissance du fait qu'en France, il y a un double ordre de juridiction et qu'en fait, le droit de l'environnement, c'est en premier lieu un droit administratif qui se défend devant des tribunaux administratifs. Et donc, pourquoi? Parce qu'il découle de décisions qui sont prises par les administrations, que chaque citoyen, ou presque, est en mesure de contester. Donc rien que ça, en fait, c'est une connaissance qui n'est pas
su de tous. Et voilà, c'est face à ce constat-là que l'on se dit, nous, alors toutes jeunes juristes, hein, à l'époque, aucune de nous d'ailleurs n'est ni avocate ni docteur à ce moment-là, mais on se dit, voilà, ça peut être vraiment intéressant de réfléchir à comment communiquer autour du droit de l'environnement, informer, vulgariser aussi, et donc voilà, c'est un petit peu Ouais. notre constat initial. Ouais, exactement. Et c'est à partir de ce constat où en fait où ça nous touche vraiment, où on remarque vraiment la différence en fait fondamentale entre nous qui avons à peine quelques années de droit et nos familles, notre entourage qui n'en a pas et qui a tellement un gouffre enfin, ouais, une énorme différence de connaissances qu'on décide à partir de là, enfin, que vient de là vraiment notre envie d'informer, de décortiquer, de rendre accessible, de partager nos quelques connaissances. Mais tout de suite aussi, on s'inscrit vraiment dans cette démarche de partager des connaissances, mais pas d'apporter du conseil juridique, ni d'ailleurs d'accompagner des éventuelles demandes en contentieux, etc. Ça, on le laisse en fait, pour nos métiers qu'on exerce par ailleurs. Parce que oui, aussi, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'au sein de cette association, on est bénévole et on le fait à côté de nos activités professionnelles. Voilà. Donc voilà, Ève l'a dit, en fait, le droit, c'est vraiment le socle de notre organisation commune et ça nous tient à cœur de le partager et de montrer en fait comment le droit est un outil qui peut être utilisé, mais encore faut-il, avant de pouvoir l'utiliser correctement, d'en avoir connaissance et de savoir en fait quelles sont les grandes notions, les grands principes qui le traversent. Et donc c'est dans cette optique, voilà, vraiment de partager une culture juridique qu'on lance Robin des droits. Alors, une fois qu'on a ce constat, on se questionne sur comment faire. Et c'est là qu'on va réfléchir à notre initiative, donc Robin des droits. Donc, on se dit, voilà, on va essayer, tout d'abord, notre première idée, c'est la création du site internet, donc que vous pouvez d'ailleurs toutes et tous aller consulter en ligne, robindesdroits.fr. Et sur ce site internet, on rédige des articles, et donc, mais on rédige des articles qui ont vraiment, donc, ça nous a pris un certain temps hein, de mettre en place une charte de rédaction, etc., pour vraiment s'adresser à un public qui initialement n'a pas vraiment besoin d'avoir quelconque notion juridique. Donc le but, c'est d'être le plus clair, le plus simple aussi dans l'expression possible, mais jamais s'en remettant à une simplification excessive ou voilà. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver qui est pas toujours évident. Ça demande un certain travail, mais voilà, c'est vraiment notre ligne éditoriale d'avoir des contenus qui soient accessibles, même sans connaissance en droit. Accessible ne veut pas dire simpliste, comme je le disais. Et donc, certes, on ne va pas rentrer dans un niveau de détail excessif dans le cadre de nos articles. En revanche, l'idée aussi, c'est de permettre à ceux qui veulent creuser ou ceux qui peuvent creuser d'avoir accès à toutes les informations que l'on donne. Et donc, il y a aussi un travail important de notre part de définir les termes qu'on utilise, premièrement. Et deuxièmement, également, en fait, de mettre en note de bas de page, en lien URL, enfin voilà, de renvoyer vers les textes, en fait, pour ceux qui peuvent aller les lire, qui souhaiteraient s'informer plus profondément. Donc ça, c'est pour un petit peu le travail rédactionnel que l'on fait. Élément avant de vous présenter les autres initiatives, on part vraiment du quotidien. L'idée, c'est vraiment de partir de je mange une pomme, je l'ai achetée bio, qu'est-ce que cela signifie? J'achète un vêtement, j'ai entendu récemment que les entreprises pouvaient être soumises au devoir de vigilance. Qu'est-ce que cela signifie? Je respire ou bien je suis asthmatique en ville. Voilà, la pollution de l'air, c'est mon quotidien. Est-ce que le droit me protège face à ça? Etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de partir du quotidien. Je mange, je respire, je me déplace, voilà, et ensuite d'élaborer des thèmes à partir de ça. On a une deuxième initiative depuis 2 ans maintenant qui est donc le podcast en partenariat avec le journal Ouest France. Donc on enregistre, c'est la 2e saison qui est sortie là au début de l'année, enfin qui est en cours en fait puisque les épisodes sortent au compte-gouttes.
Et là, en fait, dans un petit format d'échange à deux, autour d'une question comme ai-je le droit d'aller cueillir des champignons à côté de chez moi, ou bien des barrages sur le cours d'eau que j'ai l'habitude de fréquenter disparaissent, pourquoi? Voilà, et à partir de petites questions comme ça, eh bien, répondre et de manière la plus juridique possible. Et enfin, on a les réseaux sociaux. Donc, c'est pas forcément là où on est les meilleurs parce que c'est quand même, voilà, c'est du bénévolat, hein, comme je le disais, puis c'est pas du tout notre formation, donc mais en tout cas, on essaye. Et donc on est présente, sur, Instagram, LinkedIn, Facebook aussi. Et on essaie, voilà, à intervalles réguliers de lancer des petites initiatives. On a fait, à Noël un abécédaire, du droit de l'environnement, donc avec chaque jour une lettre, un mot relié, une définition. Voilà, essayer un petit peu aussi, sur ces formats-là, à nouveau, de toucher un public qui est pas forcément notre public, juridique. Voilà. Voilà. Et juste pour finaliser du coup et en conclusion, si je peux dire, donc en fait, pour l'avenir, on voudrait éventuellement peut-être rencontrer plus de monde en fait, parce que c'est aussi intéressant d'avoir des échanges en direct. Mais on estime qu'en fait, peu importe quelles sont les initiatives, il faut de plus en plus d'initiatives pour diffuser les connaissances parce que c'est la base de tout, pour faire connaître en fait tous les droits humains. Alors nous, on parle davantage de droits nationaux, c'est sûr, mais ils s'inscrivent bien sûr, comme on le sait tous ici, dans un cadre européen, dans un cadre national et international, pardon. Et donc à partir de là, on a une démarche voilà, en fait, qui est presque plus large et qui nous paraît compatible d'ailleurs avec la Green Rights Coalition. Voilà, merci. Absolument. Merci infiniment, Alice Ève. C'était très intéressant de voir cette initiative. C'est une initiative pleine d'énergie, pleine de jeunesse aussi, et qui nous montre qu'il y a un lien. Moi, je crois qu'il y a un lien très, très intéressant entre tout ce qu'on a dit avant. C'est effectivement une vision un peu théorique, prospective autour des droits environnementaux, et votre démarche qui est très pratique, pragmatique, qui crée un pont entre les deux. Et c'est essentiel. J'ai tellement vu de questions quand on essayait de promouvoir notre projet de pacte mondial pour l'environnement sur le thème, bon, ok, mais à quoi ça sert? Et effectivement, on le voit dans nos familles respectives. Hein, quand on nous pose des questions, c'est très important de pouvoir partir d'exemples concrets. Je mange, je bois, je respire. Vraiment, merci. Et je suis sûr qu'on va continuer à travailler ensemble avec la Green Right. C'est exactement ce que ça nous inspire, c'est qu'on pourrait quand même au moins écrire quelque chose sur le pacte mondial, etc. Voilà, donc... Voilà, c'est sûr, on va travailler ensemble. Alors, bon, l'heure est quasiment voilà, atteinte, mais il y a quand même eu quelques questions. Je remercie beaucoup les personnes qui les ont posées. Il y avait une question de David qui était en ligne, mais qui a relevé que Macan y avait répondu sur le jusqu'aux uns. Donc, voilà, je la passe peut-être. Alors, je vois que donc Anne-Sophie, je me permets de prendre les questions et puis de les évoquer en vous laissant répondre. Hein. Anne-Sophie qui disait quid des autres acteurs hors État et individus, donc les entreprises et ONG. Une question autour de cette catégorie particulière d'acteurs que sont les entreprises et les ONG. Et une question toujours d'Anne-Sophie sur les auteurs finalement du droit de l'environnement. Donc le droit national, cette fois de l'environnement, est souvent rédigé donc par des ingénieurs et non des juristes, ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de juristes de l'environnement qui participent à l'élaboration des normes, ou inversement, il faudrait peut-être penser à juridiciser la formation des ingénieurs. Ce que je propose peut-être, je vais prendre l'ensemble des questions, puis ensuite on refera un grand tour de table où chacun pourra répondre aux questions qu'il envisage. Et donc j'enchaîne avec une question de Michel Berthaud-Lefebvre sur les droits de la nature. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'homme ne s'arroge-t-il pas trop de droits à son égard? Et sait-on canaliser efficacement notre hubris maintenant? Une question de Ibrahima Al-Husseinu Sall qui demande est-ce que l'avènement des droits fondamentaux appelle à un desserrement du concept des droits de l'homme? Pourquoi cette question? Parce qu'ils ont une dimension pluridimensionnelle.
Et puis, une dernière question, sauf erreur de ma part, de Jean-Louis Jumadem, qui dit « Si en amont, on doit renforcer le contenu obligationnel du droit à l'environnement, pourquoi ne pas envisager un droit répressif au plan international en aval ?» C'est la question du droit répressif. Voilà, alors, est-ce qu'on refait un tour, peut-être en reprenant l'ordre des interventions? Geneviève, est-ce que ces questions t'inspirent une réponse? Rapide, oui. J'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Ben, première question sur les autres acteurs. Je vais me risquer sur les entreprises parce que je mène un projet de recherche depuis quelques années sur le devoir de vigilance des entreprises. Les entreprises deviennent de plus en plus un acteur et il était temps. Mais on a encore là des obstacles. Bon, vous êtes sûrement, vous savez sûrement là, qu'au niveau national, il y a une multiplication des lois de vigilance qui peuvent prendre plusieurs formes, mais qui obligent de plus en plus les entreprises à soit être transparentes, soit produire un plan de vigilance, soit répondre de leurs actes s'il y a des violations des droits humains ou de l'environnement. Certains sont plus restreints à certains droits humains, certains ont exclu l'environnement, comme la Norvège. Mais bref, il y a un mouvement vers ça, vers une responsabilisation des entreprises. Mais là où ça me semble intéressant, puis c'est un peu en lien avec la conférence que j'ai donnée, on sait qu'il y a un comité au sein des Nations unies, Comité des droits de l'homme, qui a créé un comité qui discute d'un instrument juridiquement contraignant. Donc, on voulait être certain que ce soit un traité, hein, puis qu'on n'adopte pas une recommandation. Donc, il négocie un instrument juridiquement contraignant sur les droits humains et les entreprises. Très peu d'États qui y participent, hein, au maximum. J'ai fait le compte, là, on a 80 États qui participent à chacune des sessions. On a eu 9 sessions de négociation depuis 2014. Mais là où c'est intéressant de le noter, c'est que les États ne sont pas certains de la pertinence d'un traité international qui définirait davantage leurs obligations et les obligations des entreprises à l'égard du respect de l'environnement et des droits humains. Parce que ça sort un peu du cadre naturel du droit international. On n'est pas pour aller contre le cadre naturel, de tout à coup s'intéresser aux entreprises, imposer des obligations aux entreprises. On peut le faire de manière recommandatoire quand on adopte des principes sur les entreprises et les droits de l'homme, mais pas de manière contraignante. Donc, encore là, il faut que ça passe par les États. C'est aux États de diriger leurs propres entreprises. On n'arrive pas à sortir de la boîte pour appréhender un problème majeur. Le problème majeur, c'est que la mondialisation a amené des délocalisations, puis les cadres normatifs ne sont pas tous les mêmes d'un pays à l'autre. On ne veut pas être tous les mêmes, mais il faut un minimum. Puis le minimum à respecter, c'est la protection de l'environnement, les droits humains, etc. Donc oui, les entreprises, il faut s'en préoccuper et le droit international va s'en préoccuper de plus en plus. Puis je répondrai à une deuxième question, mais vraiment en même pas 30 secondes. Est-ce que par rapport aux droits de la nature, l'homme s'arroge trop de droits? Mais moi, je vous invite à aller lire l'ouvrage dont j'ai parlé d'Emmanuelle Joannet, qui est paru la semaine dernière ou il y a 2 semaines aux éditions Brûlantes sur cette question-là, justement, où elle parle de l'avènement d'un nouveau droit écologique, d'un droit international écologique, et qu'elle pose cette question-là, puis qu'elle dit qu'un nouveau droit international écologique ne devrait pas suffire, ne devrait pas se cantonner à rester dans les paradigmes actuels, mais qu'on devrait peut-être justement être dans une optique beaucoup moins anthropocentrique et voir redéfinir les sujets du droit international. Et voilà. Donc, je vous invite à aller lire ça. Merci infiniment, Geneviève. Michel. Oui, alors, d'abord, pour rebondir sur Robin des Droits, félicitations, bravo, et continuez, c'est la bonne direction. Et ça me suggère le constat suivant que l'on vient de faire dans le cadre d'une autre de mes activités, qui est la diffusion et la promotion des indicateurs juridiques pour mesurer l'effectivité du droit de l'environnement. On a constaté très souvent en faisant des expérimentations que la raison principale pour laquelle le droit de l'environnement n'était pas appliqué ou n'était pas bien appliqué, c'est parce qu'il n'était pas connu,
pas simplement parce qu'on le violait, mais parce qu'il n'était pas connu et qu'il y avait un manque d'information sur, un, son existence et deux, son contenu, et même de la part des administrations, hein, des services locaux en Méditerranée. On a travaillé sur la Convention de Barcelone, qui sont censés appliquer la Convention de Barcelone, ils ne connaissent même pas la Convention de Barcelone, parce qu'évidemment, le ministère leur a même pas envoyé une copie de la Convention de Barcelone pour qu'ils aient ça dans leur bureau. Donc la première question, la première chose, c'est l'éducation et la formation en matière de droit de l'environnement, et donc vous êtes dans la bonne direction. Alors sur les droits de la nature, alors on pourrait en parler longtemps, simplement, je voudrais citer ce qu'on a fini par mettre dans le projet de pacte, parce qu'on ne pouvait pas l'ignorer, évidemment. Alors, il ne s'agissait pas de reconnaître la nature comme un sujet de droit. C'est encore un autre sujet. Les droits de la nature, c'est une chose. Sujet de droit, c'est encore une autre chose. Mais on a rédigé de la façon suivante, le présent pacte ne peut être interprété comme limitant les droits de la nature ou de tout élément de celle-ci lorsqu'ils sont reconnus par une partie ou en droit international. Donc, on renvoie évidemment au droit national et au droit international sur le contenu des droits de la nature, mais sans l'ignorer. Et puis, je termine par une autre référence qui nous a été inspirée par nos collègues d'Amérique latine, qui sont évidemment beaucoup plus imaginatifs que les vieux Européens, et c'est le principe Indubio pro natura, qui fait florès en Amérique latine, à la fois en droit écrit, mais surtout en jurisprudence. Et donc, on a formulé de la façon suivante cette idée, en cas de doute, il faut interpréter en faveur de la nature. Tout doute quant à l'interprétation et à l'application du présent pacte sera résolu de la manière la plus favorable à la protection de la nature et à la pleine jouissance des droits environnementaux par les générations présentes et futures. Et donc, on a introduit Indubio pro natura, ce qui va faire beaucoup plaisir à nos amis brésiliens. Magnifique. Merci beaucoup. On espère un grand succès d'ailleurs au pacte qu'on va tous soutenir devant le Conseil des droits de l'homme. Je profite avant de te passer la parole, Makane, alors là, on a un tout petit peu trop de questions. Je ne suis pas sûr qu'on puisse quand même toutes les aborder, mais il y en a eu quelques-unes et j'en vois notamment deux que je signale. Peut-être que ça t'inspirera, Makane. J'ai lu, peut-on parler d'un droit de l'homme en environnement africain avec les conditions de vie difficiles des populations en Afrique? Et puis, un autre message qui vient d'ailleurs du Sénégal. Merci pour ce beau panel. Merci pour ces remerciements qui nous touchent tous. Et donc, la personne se demande si les pays africains les plus touchés par les questions environnementales peuvent apporter leur partition dans les actions de la coalition, et si oui, comment? Alors, voilà, on a peut-être un candidat ici, une candidate pour être ambassadeur de la Green Right Coalition. Il faudra qu'on en reparle. Voilà, Makane, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Yann. Moi, j'aimerais rebondir tout d'abord sur la première question de, je pense, Anne-Sophie, sur le fait de savoir est-ce que le problème du droit de l'environnement, c'est parce qu'il est rédigé par des ingénieurs. Alors, je sais pas à quoi se réfère précisément Anne-Sophie, mais au niveau international, le droit international de l'environnement, il est sûrement pas rédigé par des ingénieurs. Et alors, moi, je pense au contraire que si le régime international du climat était façonné par les scientifiques du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on serait dans des obligations beaucoup plus claires en matière de lutte contre le réchauffement planétaire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un fossé. Il y a un fossé entre l'impératif scientifique et le non-impératif juridique dans le régime international du climat. Ce que la science requiert aujourd'hui, c'est que les États adoptent des mesures en vue de contenir l'évolution de l'augmentation de la température moyenne en deçà, nettement en dessous de 2 degrés, et plutôt le consensus scientifique aujourd'hui, c'est en dessous de 1,5 degrés. Et ça, c'est un impératif scientifique qui peine
qui peinent à trouver une formulation ou un équivalent sur le plan juridique. Le rapport dont je parlais tout à l'heure, qui a été rédigé pour le Parlement européen, dit qu'il n'y a pas d'obligation. Alors, ils disent qu'il n'y a pas une norme de jus cogens, mais moi, je trouve que c'est un faux débat. D'ailleurs, eux-mêmes, ils le reconnaissent. Je ne comprends pas pourquoi le Parlement européen se pose la question de savoir est-ce que l'obligation de maintenir l'augmentation de la température moyenne en dessous de 2 degrés ou 1,5 par rapport au niveau pré-industriel, pourquoi le Parlement européen se demande est-ce que c'est une norme de jus cogens? Pourquoi aller aussi loin? C'est juste une obligation internationale, point. C'est une obligation internationale. Le respect du principe de prévention aujourd'hui dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques exige des États de prendre des mesures ambitieuses pour empêcher d'aller au-dessus du 1,5. Et donc, il faut qu'on ressente le débat sur les vraies questions. Il faut aussi que le droit international reflète cet impératif climatique que constitue, cet impératif scientifique que constitue l'urgence climatique. Donc ça, c'est ma réponse à Anne-Sophie. Il y a Jean-Louis qui s'est demandé, est-ce qu'il ne faudrait pas un système plus répressif? Alors, je suis désolé de répondre à Jean-Louis que, là encore, le régime international du climat est plutôt limité. Si vous lisez l'article 15 de l'accord de Paris, ce que l'article 15 de l'accord de Paris dit, c'est que tout doit être fondé sur la facilitation. Et que donc le contrôle du respect, le contrôle de la mise en œuvre de l'accord de Paris ne saurait être fondé sur une approche accusatoire ou une approche punitive. Donc, vous voyez que le régime international du climat rejette l'idée de répression. Alors, on a aujourd'hui beaucoup de praticiens, d'académiques qui militent en faveur de l'écocide, hein, de considérer les dommages à l'environnement comme des crimes qui devraient être passibles. Je ne sais plus comment on dit ça, je confonds le français et l'anglais, qui devraient pouvoir être soumis, pardon, à la Cour pénale internationale. Mais bon, ce sont des idées qui sont là. Mais ce que je peux dire à Jean-Louis, c'est que une manière d'être répressif, entre guillemets, en droit international, c'est d'invoquer la responsabilité internationale des États qui, du fait de leurs actions, de leurs omissions, ont causé un dommage au système climatique. Et c'est une des questions qui est aujourd'hui portée devant la Cour internationale de justice dans le cadre de l'avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique. Quelles sont les conséquences juridiques? Donc, on peut utiliser le droit de la responsabilité internationale pour réagir à toutes ces violations, mais pour le faire, le droit de la responsabilité internationale, une des conditions du fait internationalement illicite, c'est la violation d'une obligation internationale. Et donc, si les obligations ne sont pas définies, on ne pourra jamais définir ou établir des faits internationalement illicites. Donc, voilà pourquoi l'enjeu de l'obligatoriété, l'enjeu de l'obligation est devenu tellement fondamental. Alors, sur le droit africain, rapidement, ce que je suggère à notre cher ami, c'est de militer pour qu'on ait une demande d'avis consultatif devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples afin qu'on ait une compréhension africaine. Moi, je suis en faveur d'une compréhension universelle, mais aussi de langage, de compréhension régionale du droit à un environnement sain, notamment en relation avec le climat, parce qu'encore une fois, il faut tenir compte du fait que, par exemple, les pays africains sont les plus vulnérables aux impacts climatiques alors qu'ils n'ont contribué que pour 3% des émissions globales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. 3% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et donc, les obligations en matière d'atténuation, en matière d'adaptation, etc., doivent pouvoir être différenciées et doivent pouvoir être à la carte pour tenir compte des véritables responsabilités historiques de chacun au sein de la communauté internationale. Merci. Merci infiniment, Makane. Et tu sais, comme ce que tu as dit sur le Sénégal me touche d'ailleurs
au Caire. C'est un pays que je connais bien pour y avoir vécu. Et très bonne idée d'impliquer la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, peut-être le mot de la fin pour Alice et Ève. Bon, pas vraiment une réponse à une question, parce que c'est des questions très théoriques qui s'adressent plutôt aux universitaires, mais peut-être juste une remarque, le fait que nous, on est praticienne du droit, en fait, et puis c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec Robin des droits, mais toute cette discussion est très importante, toute la discussion sur les principes, ce que vous disiez, monsieur le professeur Prieur, sur le doute qui devrait bénéficier à la protection de la nature, c'est des choses que tous les jours on voit dans les dossiers. Le droit de l'environnement, certes au niveau international, n'est pas rédigé par des ingénieurs. En revanche, c'est vrai qu'au niveau national, parfois on est face à des normes qui sont complexes, qui très techniques, qui peuvent tout à fait être difficiles à appliquer. En premier lieu pour les administrations, qui sont elles-mêmes garantes tout de même de l'application et du respect du droit. Donc c'est vrai qu'on est parfois dans des situations compliquées. Mais le droit devant toujours être interprété, surtout dans ces situations-là, évidemment que des principes comme celui dont vous parliez seraient très utiles en fait et seraient très efficaces en réalité, je pense. Donc voilà, il y a vraiment tout ce dialogue, entre pratique et théorie qui est très intéressant et merci à tous pour ça. Très bien. Écoutez, je crois qu'on ne pourra pas répondre à toutes les autres questions qui sont arrivées, mais du coup, merci quand même à chaque intervenant pour ces communications vraiment passionnantes. D'ailleurs, et avec votre accord, comme je crois savoir que le webinaire était enregistré, on pourra rediffuser, si les intervenants sont d'accord bien sûr, le webinaire en ligne, ce qui permettra d'avoir un public encore plus grand et ce qui nous permettra de nous repasser vos interventions parce que vraiment, on a, dans chacun des domaines, appris beaucoup de choses. C'était passionnant. Et pour donc à nouveau conclure, tous ceux qui sont intéressés par la défense des droits environnementaux et en alliant avec ce grand pont aussi bien la perspective, la prospective sur de nouveaux textes, sur de nouveaux droits, parce que ça c'est une partie importante de la Green Right, avec aussi la défense concrète et le travail d'éducation, de vulgarisation, n'hésitez pas à nous rejoindre.